Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel seule vers minuit et là je me suis effondrée en sanglots. Et en fait j'ai eu honte d'avoir honte. Mais je me suis dit, bah non, il y a un moment donné, stop. Tu peux pas passer ton temps à faire ça. Le monde extérieur peut éventuellement te rejeter, mais toi tu peux pas te rejeter. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la réalité LGBT+, en 2024. Comment naviguer dans un monde où les discriminations et propos homophobes côtoient l'indifférence ? Comment accepter et vivre pleinement sa différence quand on est constamment bombardé d'injonctions sur ce que l'on devrait être ? Comment s'affirmer en tant que femme lesbienne parce qu'on évolue dans une branche professionnelle où on fait figure d'exception ? À travers son récit honnête et authentique, Agathe partage son parcours pour accepter son homosexualité, ses défis pour être elle-même dans le monde professionnel et son évolution pour devenir une femme lesbienne et dirigeante épanouie. En témoignant à visage découvert, Agathe souhaite inspirer et offrir une lueur d'espoir à ceux qui se cherchent, ceux qui ont peur, ceux qui naviguent à vue dans les eaux troubles de l'homosexualité en 2024. Préparez-vous à être touchés et inspirés. Bienvenue sur Till Stories, le podcast qui raconte votre histoire. Je m'appelle Agathe Veil, j'ai 40 ans cette année, donc je suis née en 84, au siècle dernier. Et donc je suis une enfant des années 80-90 et j'ai découvert que j'étais lesbienne en fait. Je me rappelle pas, pour être honnête. Je me rappelle pas d'une révélation. Je me rappelle pas vraiment de comment c'est arrivé tout d'un coup, non, pas, parce qu'en fait je pense que c'était un peu un chemin parce que finalement quand je suis née, quand j'ai grandi, etc. La représentativité homo, elle n'était pas très importante. Un peu le milieu gay, on voyait un peu à la télé, on entendait vaguement qu'il y avait des homosexuels d'une façon générale, mais déjà les lesbiennes très peu. Et en plus, la représentativité LGBTQIA+, elle était vraiment presque au niveau zéro, ou alors c'était que dans des envies... C'était la cage aux folles, c'était ce qu'on peut voir dans des séries comme Friends ou comme Une Nounou d'enfer, des choses comme ça, où finalement les homos c'était que des coiffeurs, c'était que des gens du spectacle, et les peu de lesbiennes qu'on avait vues dans les années 90, c'était Amélie Mauresmo ou c'était Josiane Balasco dans Gazon Maudit, donc qui sont comme elles sont et c'est super, mais finalement, j'ai envie de dire que même Amélie Mauresmo, c'était même pas Amélie Mauresmo dont on avait conscience qu'elle était lesbienne, c'était la caricature des Guignols qui la présentait comme un homme bodybuildé sous dopage, quoi. Donc finalement, moi, qui ai grandi du coup dans un milieu assez bourgeois, privilégié, où mes parents sont absolument super, très tolérants, très ouverts, etc., bah finalement, sont quand même très classiques. Parce que voilà, papa, une maman, 3 enfants, on était en banlieue parisienne tout proche, à Saint-Mandé, on a fait toutes nos études dans le privé. Et finalement, c'est pas qu'on n'en parlait pas, c'est que ça n'existait pas. C'est plutôt ça. C'est que c'est pas que c'était un problème, c'est j'ai jamais entendu mes parents prononcer le moindre mot homophobe, si ce n'est le contexte des années 90 où finalement l'humour était aussi comme ça et d'une certaine manière, voilà, en tout cas ils étaient pas en opposition à cet humour-là, ils n'avaient pas déconstruit cet humour-là en disant c'est bien, c'est pas bien. Ce qui se passe là, regardez les Guignols de l'info, non, ça devrait pas être... Non, ils ont évidemment jamais prononcé ce genre de choses. Donc ils étaient d'une certaine manière, comme tout le monde, un peu complices de l'affaire, mais sans s'en rendre compte, et parce que c'était pas un sujet. Et finalement, moi, mon homosexualité, ça n'existe, enfin, le principe même n'existait pas. Donc j'ai jamais, à mon adolescence, où j'ai commencé à avoir des envies, des désirs, j'en sais rien, des attirances, je sais pas comment on peut appeler ça à l'adolescence exactement, j'ai jamais mis de mot dessus, donc finalement, c'était quoi la différence entre une amitié un peu... Oh tiens, cette fille me plaît. Non, c'était pas du tout conscientisé, donc finalement, j'ai jamais mis de mots dessus jusqu'à ce qu'éventuellement ça arrive, et même une fois quand c'est arrivé, c'était un peu bizarre, parce que qu'est-ce que c'est ? Bon, donc, j'ai pas de conscience de mon coming out, enfin de ma coming out personnelle, de ma conscience personnelle d'être lesbienne. Et d'ailleurs, pendant longtemps, pendant mon adolescence et ma jeune vie d'adulte, j'étais bisexuelle, on va dire, parce que finalement, il y avait une espèce de pas d'obligation, parce que je me suis pas sentie obligée de ça, mais une normalité à devoir
à me projeter dans une vie où je devrais être avec un mec, des enfants, etc. Parce que c'était les codes que j'avais vus et que j'avais jamais rien vu d'autre. Puis au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu conscience, et puis il y a une représentativité plus importante qui est arrivée, j'en sais rien. J'ai rencontré aussi des femmes qui, elles, peut-être, étaient nées dans d'autres circonstances, qui avaient fait des chemins différents et qui, du coup, m'ont fait prendre conscience que, oui, en fait, j'aimais les femmes et ça avait un mot et ça s'appelait lesbienne et que... Voilà. Mais finalement, le mot lesbienne, même le mot lesbienne, il n'était pas accepté, en fait, à l'époque non plus. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à dire je suis lesbienne. Je suis homosexuelle, je suis gay, parce que finalement, le mot lesbienne, c'était un truc un peu chelou, quoi. C'était... Et donc, à un moment donné, je me suis dit, non, en fait... Et ça a pris du temps. Ça n'a pas pris tellement de temps, moi, de... Enfin, si, ça a pris un peu de temps de m'accepter, évidemment. Mais de mettre des mots dessus, donc m'accepter complètement, ça a mis un peu de temps, ouais. La prise de conscience de mon homosexualité dans le monde de l'entreprise, ça a été compliqué, effectivement. Ça a été compliqué parce que finalement, même si j'ai fait des études qui n'étaient pas 100% commerce, orientées comme ce qu'on imaginait que je ferais, mine de rien, je me suis orientée dans un monde de l'entreprise assez classique. Des grosses boîtes. Donc j'ai travaillé à la Société Générale, j'ai travaillé dans le milieu du pétrole, j'ai travaillé dans le milieu de l'ingénierie informatique et ingénierie tout court, d'ailleurs innovation. J'ai travaillé dans le milieu de la restauration collective, j'ai travaillé dans l'immobilier. En gros, c'est à peu près mon CV. Et finalement, être lesbienne dans un monde comme ça, c'est effectivement très difficile d'en prendre conscience et puis de l'assumer, en fait. En tout cas, quand j'ai commencé à bosser dans les années 2000, je crois qu'en 2008. J'ai commencé à bosser en 2008, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que pendant mes études, j'avais créé une entreprise avec des amis qui existe toujours, donc je m'étais désolidarisé à un moment donné pour rentrer dans le monde de l'entreprise. Mais disons que je travaille depuis 2006, on va dire ça plutôt comme ça. Mais en 2008, là, je me suis lancé dans le monde de l'entreprise, des gros groupes. Et à ce moment-là, être lesbienne n'était pas une option, quoi. N'était pas un sujet. Enfin, c'était encore avant les années 2010. Ça l'est toujours. Hein. De toute façon, la discrimination n'est pas terminée, mais la représentativité est quand même un peu meilleure en 2024, là. Mais en 2008, ça n'existait pas. Et être lesbienne dans l'entreprise, c'était... donc, un, ça n'existait pas. Et deux, c'était en tout cas vécu pour ma part comme quelque chose de trop différent et trop honteux et trop alternatif. Ce qui est... un problème d'époque, un problème d'acceptation de chemin et un problème d'intolérance générale de la société. Le jour où j'ai décidé d'assumer mon homosexualité dans le monde du travail, c'est quand j'étais chez Géoservice Groupe Schlumberger, donc un groupe pétrolier. J'avais 25 ans de mémoire, donc il faut calculer 2009, 2010 peut-être. Et le monde pétrolier, en tout cas à l'époque, parce que je ne le connais plus maintenant, c'était un monde très macho, très, très masculin en général, même si c'est pas forcément que du machisme, mais en tout cas très masculin. Et moi, j'étais une jeune femme blonde, lesbienne. Bon, donc c'était quand même un monde très masculin, cinquantenaire, hétéro, cis, enfin tout ce qu'on imagine, qui est de toute façon assez courant dans le monde de l'entreprise. Mais dans le monde du pétrole, en tout cas, je sentais vraiment ce truc-là. Et j'avais pris conscience, là, pour le coup, pendant mes études, etc. J'avais fait mon coming out auprès des amis, ça allait très bien, j'étais bien, moi, dans ma vie personnelle. Mais au boulot, je me cachais complètement. Et là, en fait, je me suis retrouvée au Texas, parce que la boîte dans laquelle je bossais avait acheté une petite boîte au Texas. Donc là, on allait pour rencontrer les patrons et pour voir comment on allait s'occuper de la communication interne sur le sujet. Et là, je me retrouve à dîner, donc une journée de boulot, ça va, classique, il n'y a pas de problème. Mais là, je me retrouve à être invitée à dîner par ces deux patrons texans, dont l'accent d'ailleurs était absolument imbitable. Il fallait vraiment que je me concentre pour comprendre leur accent. Et la soirée est sympa, les mecs sont très sympas, très accueillants, ils nous amènent dans un super resto, enfin voilà, mais les vrais texans cow-boys. Et en fait, forcément, ils ont posé des questions personnelles, donc ils ont parlé de leur vie. Alors moi, ma femme, les enfants, mon chien, mon Porsche, mon pick-up, enfin vraiment presque un cliché, c'était fou. Et moi, ils me posaient des questions, et en fait, je me suis rendu compte que toute la soirée, j'avais passé mon temps à louvoyer pour essayer de trouver, alors c'est un peu plus facile en anglais, mais quand même,
de trouver des pronoms, enfin de pas utiliser des pronoms, d'utiliser des mots non genrés, etc. pour pas dire, parce qu'à l'époque j'avais une copine, pour pas dire que j'étais lesbienne, pour essayer de pas montrer. Donc c'était genre, oui, je suis avec quelqu'un, cette personne, enfin en anglais c'est encore un peu différent, mais en tout cas j'ai passé ma soirée à faire ça et donc à surveiller tout ce que j'avais à dire en fait, m'interdire de me lâcher, d'être sympa, etc. Et en fait d'avoir complètement la peur d'être découverte. Et donc c'était assez terrible et j'ai pas été découverte, on va dire ça comme ça. Et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel seule au fin fond du Texas vers minuit et là je me suis effondrée en sanglots. Et en fait j'ai eu une espèce de descente d'organes parce que je me suis dit mais tu peux pas vivre 60% de ton temps, je sais pas combien de temps on passe au boulot, à avoir honte en fait, à avoir peur d'être découverte, à avoir peur de quitter. Et en fait j'ai eu honte d'avoir honte. À ce moment-là, j'ai vraiment eu honte de moi, de me dire, mais t'as même pas... Enfin, tu sais pas ce que ces gens pensent. Et c'est eux, éventuellement, c'est eux qui sont dans le tort s'ils acceptent pas. T'as peur de quoi? T'as peur de... Alors, effectivement, t'es au bout du monde, t'es pas chez toi, tu sais, t'entends des choses sur des gens qui se font casser la gueule, etc. Mais moi, je l'avais jamais vraiment vécu. Mais je me suis dit, bah non, il y a un moment donné... Stop, tu peux pas passer ton temps à faire ça. Le monde extérieur peut éventuellement te rejeter, mais toi, tu peux pas te rejeter. Toi, c'est pas possible. Toi, il faut que tu assumes qui t'es, il faut que tu y arrives. Et en plus, à cette époque-là, j'avais quand même fait mon coming out auprès de mes amis, j'avais vraiment un socle important de soutien autour de moi, ma famille aussi. Donc, je me suis dit, bah, si toi, qui es si privilégié que ça, parce que je le suis quand même. Je suis blanche, ne serait-ce que ça, c'est un privilège énorme. Je suis d'un milieu aisé, c'est un privilège énorme. J'ai un boulot, voilà. Plein de choses qui faisaient que j'étais quand même bien ancrée dans ma vie. Et je me suis dit, mais si toi, tu peux pas faire ça, et encore une fois, c'est pas une injonction pour les autres, parce que chacun son expérience, chacun son parcours, et il n'y a jamais une injonction à devoir dire ou pas dire. Il y a des gens qui peuvent pas parce que leur parcours personnel est trop compliqué pour y arriver, hein. Donc je dis pas tout le monde doit être out, et c'est certainement pas la faute des personnes en minorité d'une façon générale de pas être tolérées. Donc c'est pas une injonction à dire, mais moi vraiment à ce moment-là je me suis dit tu peux pas vivre dans le mensonge, tu peux pas avoir honte de toi, tu peux pas avoir honte d'avoir honte. Donc assume-le. Et dès le lendemain je l'ai assumé, je l'ai dit à mon patron qui se trouve être en plus lui-même, et je le dis parce qu'il est out officiellement, qui est lui-même homo, donc de toute façon ça aide aussi, ça fait partie du cercle de soutien. Et j'ai décidé de le dire au travail, etc. Après, c'est pas d'en faire un porte-drapeau non plus en disant bonjour, je suis lesbienne, mais de répondre très simplement aux questions. En tout cas à cette époque-là, maintenant je pense que le porte-drapeau un tout petit peu plus, mais à cette époque-là, de me dire bah, est-ce que t'as quelqu'un, et de dire, et là c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis retrouvée plein de fois dans des situations de micro-discrimination, comme moi j'aime à les appeler, où bah, les gens me disaient ah, bah, t'as un copain, et je disais bah, non, j'ai une copine, elle s'appelle, préservons son anonymat, XXX, bref. Et là, bah, voilà, j'ai décidé de l'assumer, etc. Et puis après, les réactions en face des gens, c'est ah bah je suis désolée, je savais pas. Je dis bah, c'est pas grave, je suis pas malade, hein. Quand aujourd'hui je l'assume, je me dis, voire même bah, je témoigne pour ce genre de choses, parce que ça m'est arrivé aussi. J'étais rôle modèle en 2020 de l'autre cercle, choses comme ça. Quand je fais ce genre de choses pour être out, aujourd'hui c'est pas le temps pour m'accepter moi que pour montrer un peu que c'est possible et qu'on peut diriger, parce que là aujourd'hui je préside une agence de communication. Et montrer que c'est possible, montrer qu'on peut aujourd'hui être dirigeante, être lesbienne, voilà, et être tout à fait heureuse et épanouie dans son boulot et dans sa vie. Mais à l'époque, non, je pense que quand je l'ai dit, c'est vraiment pour moi pouvoir vivre, respirer, parler sans avoir peur de ce que je dis, sans mesurer le moindre mot. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, voilà, la répartie, j'ai des trucs, bon. Et en fait, là, me retrouver à lutter contre moi-même, à devoir, à plus pouvoir, dans la vie de tous les jours, m'exprimer librement, ça, c'était trop horrible. Donc, c'était vraiment 100% personnel et égoïste à cette époque-là.
Alors, dans la suite de la vie professionnelle, effectivement, moi j'ai été confrontée, je pense comme toutes les personnes qui subissent des discriminations, j'ai eu la chance de ne pas être confrontée à des agressions violentes, à des agressions physiques ou verbales qui soient trop violentes, même si ça m'est arrivé plein de fois dans la rue de dire, les gens disent « ah bah sale lesbienne », etc., donc ça reste quand même violent, mais en tout cas, moi je ne l'ai pas vécu comme des choses trop violentes. En revanche, j'ai été effectivement victime, on peut le dire comme ça, hein, de ce que j'appelle moi des micro-discriminations en entreprise, où en permanence, en fait, même si on s'assume, effectivement, moi je ne suis pas du genre à dire « bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 30 ans, je suis lesbienne », enfin 30 ans, 40 ans maintenant. Mais bon, je l'assumais, etc. Tout se passe bien, mais finalement, on passe son temps dans l'entreprise, en tout cas, à subir des micro-discriminations. Alors, c'est quoi des micro-discriminations ? C'est effectivement le côté genre ah bah bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvie, je suis mariée, j'ai des enfants, et toi, est-ce que t'as un mari ? Ne serait-ce que ça, assumer qu'on a un mari et que là, on est obligé de dire, et il faut trouver la bonne formule pour dire ah bah non, parce qu'au début, moi, comment je faisais ah bah non, désolé. Non, j'ai une petite amie. Donc je m'excusais. Et ça, c'est aussi apprendre au fur et à mesure à utiliser les bons mots pour dire oui, je suis en couple avec, encore une fois, un nom de femme. Enfin, donc ces micro-discriminations, elles sont compliquées parce qu'elles sont en fait permanentes. J'ai un autre exemple, c'est quand je suis arrivée, je crois, chez Foncia, donc en 2020, peut-être 2019, beaucoup plus récemment. On avait le formulaire de mutuelle à remplir, et dans le formulaire de mutuelle, il y a marqué monsieur, madame. En tout cas, là-bas, il y avait marqué monsieur, madame. Donc moi, j'avais ma copine où j'étais obligée de barrer. Et finalement, il y a un geste comme ça où je me dis, je vais le donner au RH, et RH, du coup, savoir. Et même si en 2019, j'étais beaucoup plus assumée et très bien dans ma vie, j'étais paxée, tout allait bien, on était heureux, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, enfin voilà. Là, je me suis retrouvée encore une fois à devoir m'outer, à devoir dire non, regardez, je suis différente parce que j'ai barré une information qui est fausse parce que je suis pas dans la norme. Il y a un mot un peu à un moment donné où je me suis dit je veux plus être tolérée en fait. La tolérance, je crois que c'est un mot que je peux plus supporter. En fait, parce qu'on l'utilise et on sait ce que ça veut dire. De toute façon, c'est le mot qui est utilisé. Moi, je ne vais pas inventer de nouveaux mots en imaginant que les gens vont utiliser mes nouveaux mots, mais d'une certaine manière, ce mot tolérance, il est quand même porteur d'un truc très grave. Parce que moi, je veux pas être tolérée, je veux juste être. Donc foutez-moi la paix. Donc il y a le côté un peu, effectivement, moi je fais attention. Quand quelqu'un est discriminant, même si c'est pas une volonté, même si c'est ancré, même si c'est pas fait exprès, mais si quelqu'un est discriminant en disant comment s'appelle ton mec, ou nous genrer au masculin pluriel de base en disant vous devez être content dans votre nouvelle maison, etc., en imaginant que je suis forcément avec un mec, c'est évidemment, il n'y a pas une volonté de discrimination, il n'y a pas une méchanceté derrière, il peut y en avoir, mais vraiment dans 99% des cas, il n'y en a pas. Mais il y a un moment donné, pourquoi c'est à moi de faire l'effort de devoir dire pardon, non, en fait, tu t'es trompé, non, en fait, tu présumes que je suis avec un mec, c'est toi qui es discriminant. Et c'est pas, personne m'a dit qu'il fallait que tu ailles en prison pour ça, mais bon, et en fait, effectivement, en étant un petit peu plus, de plus en plus, non pas dans l'excuse, mais dans l'affirmation en disant je t'arrête tout de suite, je suis lesbienne, je suis en couple avec une femme, donc en fait, ne nous méjure pas, donc qui peut être un petit peu perçu comme désagréable, je peux l'entendre, mais c'est en créant un peu ces incidents-là, d'une certaine manière, que la personne va prendre conscience. On imagine peut-être que la personne va prendre conscience aussi de ça en disant ah merde, en fait là j'ai merdé. En imaginant que la personne se pose cette question-là, mais en tout cas en se disant la prochaine fois, pour éviter de me faire engueuler, je ferai attention. Alors mon coming out, entre amis, en famille, au boulot, etc., c'est une chose, ça s'est passé dans le temps et tout, et à un moment donné, la seule personne qui autour de moi connaissait pas mon orientation sexuelle, c'était ma grand-mère, c'était la seule survivante des 4 grands-parents, que j'adorais, dont j'étais très très proche, née dans les années 20, qui a vécu la guerre, c'est ma grand-mère côté juif, donc ses parents sont morts pendant la guerre, donc elle a subi de terribles discriminations, elle avait son étoile, enfin... Donc c'est quelqu'un dont j'étais très proche et qui avait une énorme
tolérance, qui avait une ouverture d'esprit très forte, etc. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui est né dans les années 20 et pour qui l'homosexualité, même si on n'en avait jamais parlé, ça a été pendant très longtemps interdit, considéré comme une maladie, enfin, dans la société, pas pareil, hein, mais tout ça, on n'avait évidemment pas parlé, mais... Donc c'est quelqu'un qui vraiment vit d'une ancienne génération, quoi, donc... qui aujourd'hui aurait 104 ans, donc faut se rendre compte, voilà, dans quoi il est né. C'est quelqu'un avec qui j'ai discuté, où je lui ai demandé un jour, c'est quoi la plus grande avancée pour toi, en tant que femme, de ta vie? Et elle m'a dit, le fait de pouvoir avoir un compte en banque à mon nom. On oublie ce genre de choses, hein, parce qu'évidemment, on connaît les dates des droits de vote, etc., mais rien que ça, c'est disposer de mon propre argent. C'était interdit avant, c'est fou, même quand on bossait, enfin bref. Donc elle est née là-dedans. J'étais très proche d'elle, je l'aimais énormément, et c'était donc la seule qui n'était pas au courant de ça dans ma vie. Et c'était en 2012 ou 2013, je pense, j'étais avec ma copine de l'époque, donc à qui je m'étais paxé, etc. On est séparés maintenant, mais ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, et on s'aimait, et on allait habiter ensemble, ou on avait juste habité ensemble, je ne sais plus, juste emménagé ensemble, je ne sais plus. Toujours est-il que ça me paraissait complètement aberrant que ma grand-mère, qui faisait partie de ma vie, ne rencontre pas la personne qui faisait partie de ma vie. J'y suis allée, j'ai passé toute l'après-midi avec elle, c'était super, on s'est marré, on a discuté, enfin, une après-midi de complicité comme on faisait beaucoup, mais avec moi, cette espèce de petite voix dans ma tête qui était en parallèle cette petite goutte au front, en disant vas-y, lance-toi, sois courageuse, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, etc. Mais enfin, en me disant que ma grand-mère pouvait tout à fait me rejeter, quoi. Et donc je finis par me lancer en louvoyant, oui, j'ai rencontré quelqu'un, je suis très heureuse, nanana, en disant pas les pronoms, bref, et en lui disant, j'espère que tu seras pas trop perturbée, enfin, en préparant bien le terrain. Et je finis par lui dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je suis très heureuse, et c'est une femme. Et là, ma grand-mère me regarde droit dans les yeux, et en 3 secondes et demie, donc sans aucune hésitation, me dit, ah oui, c'est super, et ton frère, il me dit quand qu'il est homo. J'ai fait bon, très bien, ça ne dérange plus personne n'est choqué. Et là, franchement, j'étais descendue de 50 étages et je me suis dit, merde, en fait. Et je sais au fond de moi que cette personne, c'était quelqu'un de très tolérant et tout, mais on se fait des images, des projections de gens, et en fait, la tolérance ou l'intolérance, elle est pas là où on pense. C'est fou. Quelqu'un qui est né dans un siècle d'avant et qui s'en fout, qui savait, et qui. Elle dit, mais je m'en fous, t'es heureuse, elle fait quoi, elle est architecte, ma passion, parce que ma grand-mère adore être architecte, il faut que tu me l'amènes, et c'était les meilleurs amis du monde d'ailleurs. Et jamais elle m'a traité avec la moindre discrimination par rapport à mes cousins, cousines ou ma sœur. En tout cas, vraiment, cette espèce de réaction, de cette non-réaction en fait. Je crois que c'est ça qui m'a complètement... cette non-réaction, de se dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, et alors? Mais là, vraiment, je me suis dit, ouais, en fait, je me mets des barrières. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que je me mettais des barrières là où il n'y en avait pas forcément, et que parfois, on croit aussi qu'il n'y a pas de barrière à un endroit, et c'est là qu'elles sont. Donc, c'est ça qui est compliqué. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que tu aies le courage de ce que tu es. Et s'il y a des gens qui sont trop cons pour pas t'accepter ou pour être discriminant, etc., en fait, t'es pas obligé de les avoir dans ta vie. Et ne présume pas à l'avance des gens qui pourraient te rejeter ou qui pourraient t'accepter. Alors aujourd'hui, 2024, je pense vraiment avoir fait le tour de moi-même sur cette question d'acceptation. Donc moi, je suis très bien avec qui je suis, très heureuse même d'être lesbienne, parce que d'une certaine manière aussi, ça m'a permis de me poser des questions. Ça m'a permis d'être aussi, peut-être, j'imagine, peut-être plus empathique, peut-être plus à l'écoute, peut-être plus curieuse, peut-être plus ouverte que ce que j'aurais été si j'avais été hétéro. Donc en fait, je suis même très fière de l'être. Et donc finalement, j'ai plus une question de problématique d'acceptation par rapport à moi-même. Mais là, je suis dans un monde, dans un état, dans un moment de ma vie où je fais cette année mes 40 ans, il y a un petit côté bilan de vie. Et là, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise et de créer ma boîte. Et en créant cette boîte, on a voulu à la fois créer une boîte qui travaille avec des entreprises, des organisations, des entreprises privées, publiques, etc., des organisations privées ou publiques, comme on sait le faire, mais on a aussi décidé d'essayer de monter une branche
alors c'est le bon équilibre à trouver entre les deux, hein, une branche pro bono, ou tout du moins beaucoup plus accessible, beaucoup moins chère, pour accompagner des entreprises, des associations, etc., sur les problématiques de communication, là où elles n'ont pas ou peu de moyens. Et donc, sur ces sujets-là, on a décidé d'un certain nombre de thématiques en fonction des gens qui travaillent dans la boîte. On peut accompagner des associations, des entreprises, des organisations sur le sujet du racisme, qui est un vrai sujet d'un de mes associés, sur le sujet du handicap, qui est un sujet d'un associé. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est toutes les problématiques aussi d'acceptation, discrimination LGBT et violences sexistes et sexuelles sur les femmes. Comme on s'accepte aujourd'hui, comme on est bien, comme moi je suis bien dans ma vie aujourd'hui, dans mes baskets sur le sujet, je me dis il est temps en fait d'essayer d'agrandir un peu le sujet. D'agrandir un peu le sujet au-delà. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de témoignages, c'est aussi pour ça que j'ai été rôle modèle en 2020 en me disant comment moi en fait je peux être un peu un visage ou une voix, un minimum pour montrer que c'est possible quoi. Et donc je dirige des boîtes, j'ai été DIRCOM pendant 15 ans, de grosses boîtes, et j'étais lesbienne et c'était pas un problème, même si moi je l'ai vécu comme un parcours et que ça a été compliqué parce que j'ai été dans des codires très discriminants, très hétéronormés 6, blancs, 50 ans, où c'était compliqué à vivre pour moi. Mine de rien, le fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à le faire et que j'ai réussi, je crois, à plutôt pas mal le faire, en fait c'est aussi un visage pour les autres et une possibilité. Moi j'aurais aimé, je suis pas Beyoncé, on s'en fout. Bien sûr, c'est très confidentiel tout ça, mais si je peux être un tout petit visage pour une personne, ça me suffit. J'ai d'ailleurs montré que c'est possible, qu'on est bien et que c'est pas un problème du tout d'être lesbienne, de l'assumer et d'être comme on est, c'est tout gagnant si on peut faire ça. Vous venez d'écouter l'histoire d'Agathe. Aujourd'hui, pour Agathe, l'acceptation de son homosexualité n'est plus un sujet. Elle souhaite à présent, et à son échelle, pouvoir aider et inspirer d'autres personnes, notamment à travers un témoignage comme celui-ci. À bientôt pour un nouvel épisode de Teal Stories.